Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelquefois les rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vos dons. Alors soutenez-nous en cette campagne de fin d'année. On est encore très loin malheureusement des 100 000 euros qui nous permettraient de survivre en 2026. Alors oui, notre avenir dépend de vous et de votre générosité. On n'a pas de milliardaire qui nous finance. Alors si vous en avez marre de Pro et de toute sa clique, payée grassement par Bolloré, c'est ici que ça se passe. Gâtez-nous, on a encore tellement de choses à vous dire. Allez, c'est parti pour l'œil de Moumou. Bonjour Moumou. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, chère Amira. Est-ce que tu vas bien pour cette avant-dernière émission de l'année 2025 ? Ah bah, un œil de Moumou mis à part. Ouais, un œil de Moumou coloré ? Un peu coloré, ouais. J'ai ces deux collègues, l'une de Blast et l'autre d'Arrêt sur Image, qui m'ont coincé dans la rue en disant tu vas voir ton œil, ce qu'on va en faire, Moumou. Il y en a marre de tes clics, il y en a marre de ton audience, tout ça. Non, je les embrasse. Non, c'est une blague, bien sûr. Oui, je les embrasse très chaleureusement. Non, c'est un accident domestique complètement stupide. Mais voilà, l'œil de Moumou donc prend des couleurs pour les fêtes. C'est pour quand les même fêtes la bonne de nouvelle. fin d'année, voilà. C'est la bonne nouvelle. On vous rassure, rien de Ouais, grave. rien de grave. Ça ne va pas t'empêcher de nous délivrer les tops et les flops de cette semaine. Mais juste avant, on va commencer avec ton préambule. Oui, comme à l'accoutumée. Alors, ça concerne Aziza. J'avais reçu Émeric Caron la semaine dernière. On a discuté d'un certain nombre de choses. Il avait annoncé notamment qu'il poursuivait justement Arthur et Aziza devant les tribunaux. Et nous avions parlé régulation, ce dont on parle assez régulièrement ici, régulation du métier de journaliste, et pour évidemment contrarier les fake news. Eh bien, Aziza, il va faire semblant de ne pas comprendre la question de la régulation du monde médiatique, et donc il va soutenir de facto la diffusion des fake news. Je vous laisse réécouter l'extrait avec Émeric Caron, et puis voir le tweet de Frédéric Aziza. Je pense même qu'il faudrait qu'on mette en place, alors ça existe, mais je trouve que pour l'instant c'est un organe qui est presque symbolique, un conseil déontologique. Un conseil déontologique qui aurait la capacité de sanctionner, d'enlever des cartes de presse, etc. etc. Je suis assez favorable à ça. Bien sûr, parce que c'est absolument intolérable que des médias puissent continuer à exister comme si de rien n'était, alors qu'ils ont été pris en flagrant délit de fake news 10, 15, 20 fois, qu'il y a des journalistes très clairement qui n'en sont pas, absolument pas. Donc, il y a un souci en France à ce sujet. Donc, il y va de sa petite insulte sympa me concernant, mais ça, c'est pas grave. Mais enfin, c'est la bonne nouvelle, quand même, que nous avons parmi nos chers internautes, Frédéric Aziza. Qui nous regarde et qui nous fait de la pub, et finalement. qui nous fait de la promo. Alors, merci, mon Fredo la Maleste, on t'adore. Et on continue de regarder ta prod, les antisémites, Mélenchon. Et puis, évidemment, en 2026, on continuera de vous rapporter les passionnants débats qu'il y a sur ces plateaux à la con. Et puis, ça va encore aller, c'est quand même incroyable, à Paul Larouturou. Alors, Paul Larouturou, j'avais déjà dit qu'on se reverrait, Polo. Oui, on se revoit parce qu'il était avec Agathe Lambray. Et il va se retrouver donc sur le service public, de nouveau à l'assaut militant d'un cadre LFI, en l'occurrence Manuel Bompard, sauf que Manuel Bompard, comme je le dis souvent, il vaut mieux éviter d'y aller trop frontalement ou alors d'être suréquipé, un peu comme une Jaguar, millésimée. Et là, c'est tout simplement indigne parce qu'ils vont partir de ce qui s'est passé, du drame qui s'est passé en Australie, de l'attentat terroriste islamiste d'Australie, pour essayer de dire ou de faire dire à Manuel Bompard que LFI, c'est quand même bizarre, vous avez réagi à 11h13, 11h09, 11h21 et compagnie, dans des termes similaires. Alors, les termes similaires, ça veut dire quoi ? Évidemment qu'on est tous indignés par ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que les termes similaires ? Et on va pas dire pas de chance. Alors, s'ils n'avaient pas, et c'est souvent ce que je dis sur ce plateau, c'est un peu tout ce qui touche aux musulmans ou aux Palestiniens, c'est pareil pour LFI. S'ils n'avaient pas tweeté, on leur aurait reproché. Non, on les attendait au tournant. Ils le font, on leur reproche avec une espèce de morgue. Vraiment, la Larouturou, je ne comprends pas. Alors si, je comprends.
Il vient d'un milieu où on faisait de l'information infotainment, comme on appelle ça, de l'information spectacle, un peu comme quelle époque, et il l'applique au service public qui accepte ce genre de singerie. Je vous laisse regarder. Écoutez, Madame Berger s'étonne que quand ce terrible drame a été rendu public, que nous ayons réagi. Mais enfin, il n'y a pas que la France Insoumise qui a réagi. C'est le côté coordonné, effectivement, quand on a regardé. Coordonné, Mélenchon a tweeté à 11h46, à 12h03, vous publiez un tweet évoquant vous aussi un horrible attentat terroriste antisémite. C'est incroyable. Entre 12h15 et 13h09, vous tweetez tous en même temps les mêmes termes. Donc il fallait quoi, qu'on attende chacun 2 heures alors que le drame venait d'être annoncé? Évidemment que tout le monde a réagi. Vous pourriez dire que j'étais coordonné avec les membres du gouvernement qui ont réagi à ce moment-là. Évidemment que vous réagissez. Évidemment que vous réagissez à partir du moment où vous apprenez un drame. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vraiment un procès totalement fou, totalement indigne. Il y a un drame, vous réagissez pour dire votre émotion et votre indignation. Évidemment. Et maintenant, on vous reproche de réagir ou de réagir. Il faudrait, je sais pas, laisser 3 heures entre chaque tweet pour donner l'impression. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette attaque? C'est absolument indigne. Allez, c'est la fin du préambule. On va passer au top de la semaine. Moumou, ton premier top, c'est le top conditionnel. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi tu lui as donné ce nom. C'est CNews qui parle au conditionnel des propos tenus par celle que tu imites très bien, Elisabeth Lévy. Je vous le ferai pas. Je veux que vous passiez des bonnes fêtes. Alors, oui, je suis troublé par ça parce que vous allez voir, on va voir la vidéo d'abord, l'extrait vidéo où on entend Elisabeth Lévy, donc l'énarrable Elisabeth Lévy, dire quelque chose de manière péremptoire, l'affirmer. Je vous laisse écouter, après je vais vous lire le tweet. Bon, c'est très bien, les minutes de silence, c'est très bien cet hommage que n'aurais-je pensé s'il n'avait pas eu lieu. Mais bon, vous voulez... surtout l'Australie, alors vous avez fait la comparaison et on pourra la faire, mais j'apprends dans un article Alain Destec qui s'est publié sur le site de Causeur, par exemple, qu'il y a en Australie des infirmiers qui ont déclaré publiquement qu'ils ne soigneraient pas de juifs, qu'il y a des imams qui traitent les juifs de porcs, de traîtres, de singes, de tout ce que vous voulez. Donc vous l'avez bien entendu, elle affirme que des infirmiers ont déclaré qu'ils ne soigneraient pas de juifs, ce qui est évidemment totalement scandaleux, et là ils mettent Elisabeth Lévy 2 points. On va voir le tweet. Il y aurait en Australie des infirmiers qui auraient déclaré qu'ils ne soigneraient pas de juifs. C'est quand même bizarre. Pourquoi ce truc-là? Alors, il y a une probabilité, c'est... alors, je me sens au conditionnel. Toi aussi. C'est qu'ils craignent que l'Arcom se saisisse de ce passage. Alors, pourquoi avoir mis ce passage? C'était pas obligé. Je veux dire, la parole d'Elisabeth Lévy, on peut s'en passer un tout petit peu quand même, surtout à la veille des fêtes. Mais je ne comprends pas, mais je pense que ça peut être ça. Peut-être que l'histoire nous le racontera, nous éclairera, mais... Je trouve ça extrêmement bizarre, ce genre de précaution, sachant que ça ne ressemble pas exactement à du CNews. Alors peut-être qu'ils sentent un certain vent tourner. Voilà, bon, on verra on vous bien, redira ça. En 2026. Et on va passer à ton deuxième top. Il s'appelle « Je vais faire un lien improbable ». C'est vrai qu'il est sacrément improbable, ce lien. C'est Rachel Kahn, bien évidemment, qui fait un lien entre le petit loup de la pub Intermarché. Vous avez certainement vu cette pub adorable. Ah oui, c'est une pub tout à fait sympa. En plus, c'est fait par un petit studio français. Ça fait le tour du monde, ça cartonne, et c'est tant mieux. Et puis, c'est sympa comme tout. On en avait parlé brièvement ici. Alors, comment peut-on faire le lien entre le petit loup gentil, donc de cette fameuse pub Intermarché, avec le service public de l'audiovisuel? Ah, mais oui, il faut s'appeler Rachel Kahn pour ça. Je vous laisse écouter. Je pense que le petit loup fonctionne parce que cette période nous dit que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est-à-dire qu'on a un loup qui est gentil, qui est mignon, et on a le service public aussi. Bah là, les masques tombent effectivement, et on se rend compte de l'ambivalence et des petites stratégies dans un entre-soi qui donne effectivement le dos, le là, mais qui fait un mal à la société, mais monumental. Et on remercie notre confrère de Libération, Sylvain Chazot, qui a déterré qui a repéré cette perle. Ouais.
Allez, le troisième top, c'est on n'est pas bien là entre poteaux, c'est Julien Audoul, qui est plutôt à l'aise sur le plateau télé. Hein. Tranquille, Bill. Alors lui, il est reçu en plus par ses potes du service public. Alors pourquoi je dis ses potes du service public ? Parce que c'était impensable il y a seulement quelques mois. Il est reçu par donc les deux fameux transfuges là, de CNews. Et donc il arrive, mais rebelote. Hein. Chaque semaine, on a droit à ça. Il arrive les mains dans les poches et ils vont se fendre la poire avec que des ex de CNews qui vont gentiment, vous savez, un peu comme les émissions des années 80, là, où on voyait une star à qui on sortait des photos quand ils étaient petits et compagnie. Là, ça va être exactement la même chose. Il va voir son premier passage télé. Oh, c'est cro-mignon. Je vous laisse regarder. Vous vous êtes retrouvé donc tôt devant les caméras, mais est-ce que vous vous souvenez de la date de votre première télé ? Oui, je pense que c'était un débat des élections départementales en mars ou février 2015. Février, ok, mais quelle date ? 2015. Non, mais combien ? J'ai compris, mais quel jour ? Jour de février. Ah, oula, là, vous m'en demandez trop. Bon, non, mais comme ça, moi, je sers à quelque chose. C'était le 28 février 2015 sur France 3, Bourgogne-Franche-Comté. Non, mais c'est quand même dingue. Je veux dire, que France Info en soit là, à faire des courbettes à quelqu'un. Pardon pour Julien Audoul, mais je veux dire, c'est quand même pas la tête pensante, ne serait-ce que du Rassemblement national. C'est quand même pas le député le mieux équipé intellectuellement. Qu'est-ce qu'ils vont aller, d'abord, un, le chercher, le bouquet, c'est-à-dire le programmer dans leurs émissions, et deux, qu'est-ce qui leur passe par l'esprit de se dire que l'information passe, pardon pour la redondance, passe par le fait de flatter à ce point-là un élu du Rassemblement national. Oui, parce qu'on lui offre un peu une tribune. Là. Il va lui faire passer le Rassemblement national comme un parti qui adore les femmes. Il manque plus que les petits chatons de Marine, hein, Le Pen. Oui. C'est complètement fou. Voilà, j'en perds mon latin, ma chère Amira. Le prochain top aussi, c'est en perdre son latin. Tu l'as appelé « CNews fait enfin appel à un expert sur la reconnaissance des mineurs ». Et devinez qui parle des mineurs ? Eh bien, c'est Morandini. Ouais, alors c'est un top, hein, parce que Pascal Praud, il va échanger avec Morandini sur l'affaire, vous savez, des mineurs isolés. Alors les mineurs isolés, il y a toujours eu un débat sur quel âge ils ont réellement, les tests osseux et compagnie. Eh bien, ils vont échanger comme si de rien n'était avec quelqu'un condamné pour de la délinquance sexuelle visant des mineurs, et ça passe crème, comme à chaque fois. On se demande jusqu'où tout ça va pouvoir aller en 2026. Je vous laisse écouter. Marc Morandini, j'ai oublié hier de vous demander le programme de l'émission. Je m'en suis voulu. Oui. Donc je ne vais pas vous demander le programme de l'émission d'hier, ça n'aurait pas d'intérêt, mais en revanche je vais vous demander le programme de l'émission qui arrive. Est-ce que vous savez ce qui a été voté le 11 décembre à l'Assemblée nationale ? Personne n'en a parlé. C'est un texte sur les migrants isolés, sur les mineurs isolés. Et dans ce texte, on explique qu'on n'aura plus désormais le droit de leur faire des tests osseux, on n'aura plus le droit de faire aucun test. Moi j'en avais parlé de ça. Pour voir leur âge, c'est surréaliste. Surréaliste. Vraiment, en bref, vous avez complètement raison. On l'avait peu évoqué, mais nous, on l'avait évoqué un matin. Et vous avez ça passe complètement à l'as. Complètement. On va s'y attarder dès le début de l'émission. Eh ben, vous avez parfaitement raison. Et puis celui-là, c'est le dernier top, c'est le top melon. Alors tu vas nous l'expliquer. Il est décerné à Roselyne Bachelot. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, celui-là ? Alors, ça s'est passé dans l'émission Boboland à la con là, de quelle époque, donc encore de l'infotainment. Alors, c'est gênant parce que de plus en plus, effectivement, l'information, les vraies émissions d'information sont remplacées par des émissions de show où il y a des chauffeurs de salle, ça applaudit, ça rigole, ça prend tout avec beaucoup de légèreté. Et puis, alors effectivement, Roselyne Bachelot va avoir un bon mot. Bon, ok, ça va face à Bardella. C'est pas très compliqué d'avoir un bon mot face à Bardella qui se prend les pieds dans le tapis parce qu'il est coaché par des gens qui... Enfin bon, il est nul, il est absolument creux. Et pour remplir la coquille vide, il va prendre des cours, sauf que ça marche pas à tous les coups. Bon, il va la bâcher, c'est un fait. Simplement, ça devrait rester cantonné à quelle époque ? Tout simplement. C'est pas une information en soi. Eh ben non. Rebelote sur France... je suis désolé, hein, c'est comme ça, mais sur France Info, rebelote, on va en faire un sujet à part entière, comme la crise agricole, comme ce qui se passe au Moyen-Orient. Enfin, on va mettre ça sur le même niveau, et tranquillement, on va inviter Roselyne Bachelot, qui va parler d'elle à la troisième personne. Je précise, je vais me faire quelques amis
que, par ailleurs, j'ai une certaine sympathie pour Roselyne Bachelot, pour des raisons notamment culturelles et sa connaissance de la musique classique. Elle est notamment chroniqueuse sur France Musique. Et j'avoue que voilà, elle maîtrise certains sujets que je partage avec elle. Mais là, je trouve un peu gonflé de parler de soi à la troisième personne. Je vous laisse écouter. Est-ce que ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu, nous, à la télévision, c'est ce qui s'est passé sur le plateau? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé sur le plateau. Pas de problème de montage, alors? Il n'y a absolument aucun problème de montage. C'est-à-dire, il a réalisé sans doute, parce qu'il a des conseillers en communication, on voit très bien que c'est quelqu'un qui est très manipulé par des coachs en communication, il a réalisé que sans doute on lui a dit c'est pas très bon de s'attaquer à Roselyne Bachelot, c'est jamais bon pour un homme politique de toute façon de s'attaquer à une femme, surtout qui a quitté la politique. Je vais avoir 80 ans, je suis pas un adversaire. Hein. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche, attention. Hein. Oui, j'ai la pas trop vous titiller. Oui, comme disait Audiard, j'ai la puissance de feu d'un croiseur. Il faut plutôt se méfier de moi. Et surtout, évidemment, je trouve un peu gonflé de la part de France Info de prendre autant de temps d'antenne pour traiter d'un sujet aussi léger. Quoi. Après, c'est les fêtes, je l'entends, mais là en plus il y a une espèce de connivence, c'est un tout petit peu gênant, me semble-t-il. Ça n'est que mon avis. Bon, en tout cas, c'était un gentil top, un top mignon, voilà. Et on va passer à tes flops maintenant, Moumou. Et le premier, c'est flop Mister Président. Tu parles du président de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. J'ai regardé la séquence et... Voilà. Et explique-nous ce geste. Alors, c'est même la troisième fois, c'est quand même fou. C'est la troisième fois qu'on parle de cette commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Il y a eu plusieurs auditions, plusieurs jours, il y aura plusieurs semaines, très vraisemblablement. Donc je rappelle le principe, il y a un président, il y a un rapporteur, et puis des parlementaires qui peuvent poser des questions aux gens qui sont invités à y répondre. Et là, cette présidence a vraiment tourné au fiasco à cause du président. Jérémy Platrier-Léthu, alors on en avait parlé, je crois, avec Émeric Caron, si mes souvenirs sont bons, et Aurélien Saint-Toul. D'ailleurs, juste après l'enregistrement de l'émission, Émeric Caron avait décidé de ne plus participer à cette commission, vu le naufrage que ça représentait. Je pense qu'Ercilia Soudet partage également cet avis en termes de naufrage. Et là, la présidence erratique et le rapporteur-procureur, en l'occurrence Charles Aloncle, dont on va peut-être reparler. Charles Aloncle, donc, est à la droite de la droite. Hein. Vous savez, ce sont les RN honteux, ceux qui sont les ciotistes qui sont alliés avec le Rassemblement national. Il va jouer réellement le rôle de procureur avec des réquisitoires complètement hallucinants, notamment visant Thomas Legrand et Patrick Cohen. Et là, vous allez voir, avec cet extrait où simplement Ercilia Soudet, députée LFI, va juste dire que Sophia Aram tient des propos elle ne dit pas racistes. Qu'elle est raciste, non. Elle dit qu'elle tient des propos racistes. Alors, écoutez la manière dont le président de la commission va la tancer. Une décision aussi virulente avec Guillaume Meurice. Alors quand on voit on a vraiment l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures. On voit à côté de ça qu'on a une Sophia Aram. Ça fait 20 ans qu'elle raconte des dingueries. Elle a un humour raciste. Est-ce que c'est davantage cohérent avec la ligne éditoriale? Soudet, s'il vous plaît. Sinon je vous coupe le micro. Si. Ici c'est pas le lieu où on insulte les salariés du service public de racistes, d'homophobes, de ce que vous voulez. D'accord? Vous mesurez votre propos. Madame Soudet. Non. Voilà, non. Non. Voilà, non. Non mais non. Voilà. Voilà, on peut continuer comme ça longtemps, Mme Soudet. Madame Soudet, c'est pas le lieu dans cette commission d'enquête où on qualifie une salariée du service public de raciste, d'accord? D'accord, donc c'est très clair. Donc soit vous revenez sur vos propos, soit on passe la parole à un député suivant. Je vais vous apprendre une nuance, Monsieur le Président. J'ai dit qu'elle avait des chroniques qui étaient racistes. Donc à un moment donné, il faut en tenir compte. J'ai pas dit qu'elle était raciste, j'ai dit que ses chroniques étaient racistes. Exemple, la chronique sur la flottille. Je suis désolée, elle a été considérée comme raciste. D'ailleurs, la Société des journalistes s'est désolidarisée de cette chronique. On va recommencer comme la dernière fois. Madame Soudet. Tout ce qui est excessif est insignifiant, vous le savez. Vous êtes excessif par votre réaction. Donc, s'il vous plaît, on est dans une commission d'enquête, on essaye de poser des questions sérieuses. Vous venez traiter et qualifier de façon expéditive, alors qu'à côté de ça, on a une Sophia Aram qui. On n'a pas une Sophia Aram. Madame Soudet, je vais arrêter, je vais enlever le micro.
vous faites attention à la manière dont vous parlez. On a une Sophia Aram, mais on est où ici? On est où ici? On est dans une cour d'école? On est dans l'Assemblée Générale de la France Insoumise? On ne parle pas des gens en disant on a une Sophia Aram? Mais vous vous rendez compte, Madame Soudet, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? On a une Sophia Aram? C'est comme ça qu'on parle de citoyens français? On a une Sophia Aram? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une sous-citoyenne? Madame Soudet, c'est une sous-citoyenne, Madame Aram? On a une Sophia Aram. Méditez un peu sur la manière dont vous parlez des gens. Au-delà du fait qu'elle est salariée de l'audiovisuel public. Allez-y à la question. La question, c'est quoi? Vous allez m'apprendre à parler, Monsieur le Président. Non, mais je vais vous apprendre à parler dans cette commission d'enquête, ça c'est sûr, oui. Parce que c'est moi qui suis garant de ce qui est dit ici et de la manière dont on qualifie les citoyens français. Alors, je trouve ça d'autant plus indigne et tendancieux de la part de Plâtrier que écoutez cet extrait où là, il va s'exprimer sur Guillaume Meurice. Alors, le ton est absolument pas le même, alors que Guillaume Meurice a été viré, je le rappelle, alors qu'une décision de justice lui donnait raison. Je vous laisse écouter. Moi, j'ai demandé des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Meurice, c'est pas un humoriste, c'est un militant politique. Je m'explique en 2 mots. Regardez sa page, son compte Twitter. C'est un compte professionnel. Le logo de France Inter, donc l'image de France Inter. Il se présente comme chroniqueur de France Inter et toute la journée, à longueur de journée, il tweet des opinions politiques. Il compare l'État d'Israël à un État fasciste. On ne peut pas, et j'ai dit à Sybille Veil, je l'ai encore dit hier, elle ne peut pas cautionner des pseudo-chroniqueurs et humoristes qui se cachent derrière l'humour pour avoir une tribune politique. Ce n'est pas ça le service public. Moi, je suis attaché au service public, à l'audiovisuel public, peut-être un désaccord entre nous, mais si le service public cautionne des pseudo-humoristes qui professent des propos scandaleux et ignobles, effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'on le questionne. Alors, le prochain flop, c'est le flop source. Raconte-nous tout, Moumou. Alors, les sources, soit on les donne, soit on ne les donne pas. On ne peut ne pas les donner. S'il faut les protéger, évidemment, n'importe quel journaliste ne va pas mettre en avant une source qui ne souhaite pas être divulguée. Mais enfin, quand on la donne, c'est qu'a priori, on prouve que ce qu'on dit est vérifiable et on renvoie en fait indirectement vers la source pour pouvoir aller se documenter, comme par exemple pour les sondages. Alors, il y a toujours, vous savez, le truc là, comment elle s'appelle? Chalmani. Elle avait dit que les jeunes femmes musulmanes, enfin les étudiantes musulmanes ou les lycéennes musulmanes, leurs grands frères, elles avaient des mauvais résultats parce que leurs grands frères leur disaient ça va pas, tu t'es pris pour une blanche, wesh. Il faut pas que tu aies de bons résultats. Et elle dit, une étude, je crois, elle avait dit, une étude le prouve, machin. Et la semaine suivante, elle avait dû se présenter des excuses, même Pujadas avait présenté des excuses en disant que c'était faux. Évidemment que les jeunes femmes musulmanes n'ont pas... C'est marrant, les jeunes femmes musulmanes, c'est toujours drôle parce que c'est pareil, quoi qu'elles fassent. Alors, soit il ne faut pas qu'elles soient voilées et ainsi de suite, soit il y a trop de femmes voilées à l'université, ce qui sous-entend que les femmes musulmanes sont présentes en nombre à l'université alors que en fait leurs grands frères soi-disant enfin bon, c'est un gloubi-boulga tout ça qui force mon admiration. Et bien là, c'est Marianne qui va publier une interview dans laquelle on va voir comme source l'INSEE. Qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux que l'INSEE ? Rien du tout. Eh bien, Marianne va effacer en loose day son tweet initial parce que, donc ça apporte évidemment sur le voile et les femmes musulmanes, hein, comme d'habitude, parce que, en fait, c'est pas du tout l'INSEE, c'est l'IFOP, dont on connaît le peu de sérieux. Je vous laisse regarder ces captures d'écran. Et donc, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils ne rendent pas de compte, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vont publier des conneries, les effacer, faire croire que leur propos est sérieux parce que ce serait l'INSEE qui l'aurait dit. Enfin, l'INSEE ne travaille pas sur ces sujets-là a priori. Et donc, je trouve ça extrêmement grave et ça remet... D'ailleurs, il faudra qu'on fasse vraiment une émission, je l'avais déjà dit, mais il faudra vraiment qu'on fasse une émission spéciale sur les instituts de sondage, puisqu'on va rentrer dans la pré-campagne de la présidentielle. Et oui, très bientôt. Allez, ton prochain flop, celui-là, il est circonstance, hein, vu qu'on est en période de fin d'année. C'était sur CNews, tu l'as appelé flop, aucune vérification de l'information en plateau. Alors apparemment, il se passerait quelque chose en Algérie, il y aurait une chasse à la bûche de Noël. Ah, il y a même plus que ça, non, c'est des brigades. Il y a des blindés dans toutes les rues avec des gyrophares, des hélicos, des drones pour chasser les bûches de Noël. C'est cette méconnaissance... Alors, honnêtement, cette méconnaissance totale du Maghreb me sidère complètement. Je me rappelle avoir été
par exemple, c'était où? C'était, je crois, du côté de Fès, au Maroc, avoir été dans une fabrique un truc au moins d'embouteillement de pinard. C'était des milliers et des milliers de bouteilles de vin qui étaient exportées en très petite partie, mais surtout qui étaient consommées sur place. Enfin, sur place, sous-entendu au Maroc. Et moi, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, partout où vous allez au Maroc aujourd'hui, que vous alliez à Marrakech, à Essaouira, je ne le dis pas avec l'accent pour qu'on reconnaisse le nom des villes, mais quand vous allez n'importe où, vous avez des bars qui servent de l'alcool. Voilà. Donc, ça, le cliché comme quoi les musulmans ne boivent pas d'alcool et compagnie. Ça, c'est au Maroc. Oui, au Maroc. En Algérie, on retrouve aussi, il est très facile de trouver des bars en Algérie. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a évidemment des décorations de Noël et qu'on y vend des bûches. Parce que Noël, et je vous invite à aller voir, il y a plusieurs articles là-dessus, Noël revêt depuis plusieurs décennies un caractère universel. Ce n'est pas réservé aux catholiques ou aux chrétiens, c'est quelque chose qui est partagé par nombre de familles, y compris qui sont athées, qui sont musulmanes et autres. Et c'est le cas en Algérie. Sauf que Gabrielle Cluzel, donc c'est elle qui va nous parler de la fameuse police qui chasse les bûches de... Mais comment on peut arriver à sortir une connerie pareille, sans déconner, qui va nous sortir que on chasse les bûches de Noël. Donc ça, c'est coproduit par Boulevard Voltaire et Bol-Hollande. Et je vous laisse regarder cet extrait vidéo qui vient un tout petit peu contrarier ce propos de Gabrielle Cluzel de Boulevard Voltaire. J'en reviens pas, on est à Alger. Ils ont même mis des décos de Noël. Mais non. De ouf en mangeant ma bûche de Noël. Non, il y a quand même des contrôles de pâtisserie pour traquer les bûches de Noël. Mais non. Il y a des décos de Noël, les gars. Putain, est-ce que vous pensez que je dois les prévenir que va peut-être y avoir la police de Noël? Mais les gars, Oh, mais comment ça se fait, les gars? Comment ça se fait? C'est news. C'est news. C'est quoi vos sources? Les gars, il y a des décos de Noël dans Alger. Et ça s'invente pas quand même. Ça va pas les frères, le monde va mal hein. Et je pense que Gabrielle Cluzel n'a jamais mis les pieds en Algérie parce qu'on adore fêter la nouvelle année avec des bûches de Noël. Mais c'est leur remarque de fabrique, de ne pas savoir de quoi ils parlent, d'avoir jamais foutu les pieds et de se contenter de textes de leur propre caste, de joueurs de banjo. Là. Donc non, ça lui ressemble parfaitement. Simplement, s'ils avaient juste le courage et puis l'honnêteté de dire ouais, je me suis planté et de ne pas inventer des histoires de police qui... Enfin, vous imaginez les policiers en train de courir après les bûches volantes. Non, il n'y a pas de brigade des mœurs en Algérie, non. Je vous rassure. Allez, c'est la fin des flops. Moumou, c'est bientôt la fin de cette émission, mais quand même, on a le temps de passer à tes coups de cœur. On va prendre 2 petits ouvrages de poésie. Je parle rarement de poésie ici. Donc ça fait toujours du bien. Tiens, les Oued ne vont pas tous à la mer. C'est des poèmes signés Fadela Chaim Alami. Tiens, c'est marrant, les Oued. On y revient. Est-ce qu'il y a une police des Oued? Je ne sais pas. C'est aux éditions Unicité. Je trouve que c'est bien écrit. C'est court. Ça ressemble à des haïkus. Vous savez, ces petites poésies qu'on consomme un peu là comme des petits bouts de papier japonais et je vous invite à vous le procurer. Ça nous envoie, ça nous fait voyager, ça nous fait découvrir des choses tout à fait sympathiques. Ça s'appelle donc Les Oued ne vont pas tous à la mer. Ce sont des poèmes aux éditions Unicité et c'est signé Fadela Chaim Alami. Et l'autre chose, c'est également, alors c'est pareil, ce sont des petits textes extrêmement concis qui s'appellent Les Fleurs pourpre de Gaza. C'est encore aux éditions Unicité et c'est encore signé Fadela Chaim Alami. Je la félicite pour sa plume. Vraiment, c'est très, très agréable à lire. Et puis, on peut le lire dans n'importe quel sens. On peut le reprendre, le reposer, le reprendre et ainsi de suite. Je vous conseille donc ces 2 ouvrages aux éditions Unicité. Et puis, ça peut faire des jolis cadeaux en cette période de fête de fin d'année. Et puis, on peut se faire des cadeaux soi-même. Oui, c'est vrai, on peut s'offrir des cadeaux à nous-mêmes. Absolument. Et là, c'est le moment des remerciements, Moumou. Alors, tu vas être très surprise, il y a très très peu de remerciements. Ils vont à Julien du 19e arrondissement de Paris et de Toulouse, ainsi que son frérot Romain de Montreuil, et également à Natou d'Antony. Point.
C'est tout. C'est dingue, hein? Bah, je vais en rajouter un, Je garde moi. les autres pour la semaine prochaine. Ah, bah bien sûr. Ouais, je vais en rajouter un, Moumou, parce que j'ai reçu un petit message de la part de Hichem Yacoubi. C'est un acteur, oui. Donc, c'est l'acteur de Un prophète. Il m'a envoyé un petit message dans lequel il nous remercie pour l'émission. Il te passe le bonjour. Ah bah merci Hichem. Bah écoute, bonne fête de fin d'année à toi et à tes proches. Et puis merci de nous regarder. Il faudra un jour qu'on fasse une espèce de fiesta, un truc, louer un château avec tous ces gens-là, avec tous les remerciés. Bon, bah, c'est la fin, Moumou, de cette émission. Et avec ma très chère Amira, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de l'année avec quelques petites surprises. Oui, on aura des surprises pour la dernière émission de l'année. Vous l'aurez compris, en tout cas, celle-ci est finie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite encore de joyeuses fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas, on a besoin de vous, surtout en cette campagne de fin d'année. Alors, gâtez-nous. Merci et à la semaine prochaine.